Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc, bienvenue à l'Institut de physique du Globe de Paris pour cette présentation et ensuite la conférence de presse qui suivra, la table ronde, disons. Donc, je présenterai plus tard les intervenants à la table ronde. Nous allons commencer par deux conférences, une un peu plus longue par Nathalie Feuillet, qui est physicienne à l'Institut de physique du Globe de Paris et qui était responsable de la mission océanographique qui a découvert le volcan au large de Mayotte. Et donc, il va vous présenter l'état des connaissances sur ce que l'on sait sur ce volcan et l'activité autour de Mayotte. Et ensuite, Arnaud Lemarchand, qui est ingénieur à l'Institut de physique du Globe et qui est responsable opérationnel des observatoires volcanologiques et sismologiques de l'IPG, qui va vous expliquer plus brièvement le réseau d'observation volcanologique et sismologique, son petit nom c'est REVOSIMA, qui a été mis en place, qui est en train d'être mis en place pour suivre ce qui se passe à Mayotte. Alors on m'a demandé de vous rappeler que vous êtes filmé et que tout ce qui se passe dans cette salle est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'IPG. Donc si vous ne voulez pas être filmé, vous ne vous retournez pas pour regarder la caméra qui est derrière vous. Voilà. Donc bonjour à tous. Alors on est ici ce soir pour présenter... Comment ? On n'entend rien ? On est ici ce soir pour présenter les résultats qu'on a obtenus au cours des derniers mois sur l'observation et la surveillance de la crise sismo-volcanique de Mayotte. Et en particulier, je vais parler du programme INSU-TELUS 6 Mayotte et des campagnes MAYOPS. C'est des financements qui ont été, c'est des choses qui ont été financées par le CNRS et plusieurs ministères. Donc alors, je présente avec les chefs de mission des campagnes MAYOPS, mais évidemment, il y a aussi eu des opérations à terre. Donc j'ai essayé de lister, sans oublier personne, l'ensemble des gens ici. Donc pour l'instant, on a à peu près 90 personnes mobilisées depuis plusieurs mois sur cette crise. Donc Mayotte, donc on travaille à l'est de Mayotte, où depuis le 10 mai 2018, on a une crise sismo-volcanique importante. Donc ici, c'était les premières cartes qu'on avait faites par Anne Lemoine. Donc on arrivait à observer cette crise sismique avec des sismomètres à terre et on localisait un certain nombre de séismes au large de Mayotte, mais vous voyez sur une très large zone. Alors ce qu'on voyait dans les sismomètres à terre ici, donc c'était ça, donc des secousses en continu sur l'île de Mayotte et qui a beaucoup impacté la population. Donc on avait des séismes en essaim, c'est-à-dire des séquences de séismes qui se produisent sur une période de plusieurs heures ou de plusieurs jours, sans distinction d'un séisme principal. Et ça peut être aussi la caractérisation de choses qui sont liées à une activité volcanique. Le 15 mai 2018, on a eu un gros séisme magnitude 5.8 qui a semé la panique dans la population. Les gens ont dormi dehors pendant plusieurs jours. Le BCSF s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Alors il y avait des fissures dans les bâtiments, mais pas de dégâts, d'énormes dégâts. Alors, ce qui est paru dans la presse, c'est les séismes de Mayotte ne détruisent pas les maisons, mais cassent le moral. Effectivement, on avait beaucoup de séismes enregistrés, surtout entre le 10 mai et puis la fin du mois de juin, avec donc ici beaucoup de séismes de magnitude plus importante au début de la crise, dont le séisme de magnitude 5.8. Puis ensuite, on a eu une relative accalmie en juillet-août 2018, et puis l'activité a repris. Excusez-moi, j'ai un problème de PowerPoint. L'activité a repris en septembre 2018 et puis continue depuis. En juillet 2018, les stations GPS de Mayotte ont enregistré une déformation importante. Depuis mi-juillet, on a 20 cm de déformation ici en horizontale. L'île se déplace vers Madagascar de 20 cm et s'enfonce de 15 cm. Les premières modélisations qui ont été produites par l'ENS, par Pierre Briol. Ils montraient la déflation, le vidage d'une poche de magma profond, d'un réservoir profond à l'est de l'île de Mayotte.
En 2018, fin d'année 2018, on a eu aussi des pêcheurs qui nous ont rapporté des poissons morts qui sentaient le brûlé. Et puis, le 11 novembre 2018, on a eu un séisme, un trémor, très basse fréquence, qui ont été enregistrés par les réseaux mondiaux et qui ont déclenché un tas de réactions sur Twitter. Et ça, c'est publié par X et al. 2019. Donc, en résumé, des milliers de séismes ont été enregistrés depuis le 10 mai dernier, plusieurs centaines de séismes ont été ressentis, plusieurs dizaines de séismes de magnitude supérieure à 5, ce qui est beaucoup, des déformations importantes, plusieurs centimètres, une poche de magma qui se vide à 20-30 km de profondeur, des poissons pélagiques retrouvés morts et qui sentent le brûler, et des trémors d'origine volcanique enregistrés par les réseaux sismologiques mondiaux. On a affaire ici à un phénomène d'une durée et d'une ampleur exceptionnelle. Disons exceptionnelle parce que ça se produit très rarement dans la région, et puis la durée, c'est très long pour une éruption volcanique. Le contexte, donc je vais brièvement parler du contexte. Que savait-on du contexte géodynamique? Ce n'est pas très bien connu. On a 3 hypothèses principales. Une hypothèse de point chaud. Mayotte se situe ici, entre les plaques Somalie et Landel. Une hypothèse de point chaud, réactivation de failles lithosphériques, limite de plaques. Donc on ne connaît pas bien le contexte géodynamique de Mayotte. Et que savait-on de la sismicité passée? Alors on sait qu'on a à l'échelle régionale une bande de sismicité entre Madagascar et l'Afrique, ici, mais à Mayotte, on avait seulement quelques séismes qui ont été ressentis au cours des dernières décennies. Voici la liste. Donc très peu de séismes à Mayotte. Le volcanisme, donc on avait un volcanisme ici qu'on ne connaît pas très bien, mais avec des évidences anciennes qui dataient à 11 millions d'années. Un volcanisme plus récent ici, au nord-est de l'île, un volcanisme quaternaire. Et puis une dernière activité documentée il y a 7000 ans, c'est une couche de cendres dans le lagon. On n'a pas d'activité volcanique historique. Au niveau des fentes sous-marines de Mayotte, des campagnes précédentes avaient identifié des cônes volcaniques tout autour de l'île, mais ils n'avaient pas été bien caractérisés à cette époque. Donc en résumé, un contexte géodynamique peu connu, des séismes rares, un volcanisme quaternaire qui est jeune à l'échelle des temps géologiques, mais pas d'éruption historique. Donc cet événement encore de grande ampleur. Donc les questions auxquelles nous voulions répondre: où étaient localisés les séismes précisément? Quelle était l'origine de ces séismes? Avait-on des évidences d'activité volcanique ou tectonique sur le fond océanique? Des fluides ou des gaz sortaient-ils du sol et quelle était leur composition? Et quelle était l'ampleur des déformations près de la source des séismes? Et pour ça, on a lancé le programme TELUS 6 Mayotte et la campagne MAYOPS. La première étape de ce projet a été la mise à l'eau de 6 OBS du parc INSU sur le navire Ilang. Alors ça, c'est passé dans la presse. C'est Wayne Crawford et collaborateurs qui ont mené cette mission en février 2019 avec un double objectif, avoir des sismomètres fond de mer et mesurer les déformations près de la source. Vous voyez ici le réseau OBS, on voit qui était assez large parce qu'on avait des incertitudes sur la localisation des séismes. On voit ici qu'on avait des données bathymétriques partielles, mais avec des trous importants dans la bathymétrie qui ne permettaient pas de comprendre le phénomène. La deuxième étape de ce programme a été l'installation de 3 sismomètres et 3 GPS du parc INSU sur l'île de Mayotte. C'est Jérôme van der Voorde et ses équipes qui ont mené cette affaire-là. Donc en mars, je crois, 2019. Et la troisième étape, c'était la campagne MAYOPS 1. Notre objectif était d'acquérir des données de bathymétrie dans la zone, d'imagerie, d'imager la colonne d'eau, de voir si on avait des sorties de fluide, de faire des mesures de cette colonne d'eau et de faire des dragages. Et on devait aussi relever les OBS qu'on avait mis et redéployer les OBS. Toutes les opérations ont été réalisées à bord du Marion Dufresne 2 entre le 2 et le 19 mai. Alors, cette mission a permis de découvrir une ride volcanique au large de Petite Terre. Alors, ici,
on a les édifices volcaniques de petite terre, hein, j'ai dit tout à l'heure que c'était quaternaire, et puis dans le prolongement, en mer, on a une ride volcanique qui est constituée de plusieurs édifices, probablement jeunes à l'échelle des temps géologiques. Et puis, à l'est de cette ride, on a identifié un édifice volcanique nouveau, ici, qui fait plus de 800 mètres de hauteur. Alors cet édifice volcanique, on l'a identifié en comparant des données anciennes qu'on avait dans la zone, les données du CHOM, avec des données acquises pendant la campagne Mayops 2. Vous voyez la différence ici, regardez bien ce volcan qui se met en place, qui s'est mis en place donc à cette période. Et puis on a fait des différentiels bathymétriques et on a un édifice qui fait 5 km de large à peu près et 800 mètres de haut. Au sommet du volcan, on a identifié un panache acoustique qui est assez important, qui fait 2 km. Alors, le volcan est gros, hein, 5 km de diamètre, 5 km cubes de volume, et puis ce grand panache de 2 km. On a identifié une autre zone de panache dans une zone plus près de l'île, au niveau de la pente insulaire. Donc on a ici un deuxième panache qu'on a identifié. Dans cette zone, on a des évidences de volcanisme, d'édifices volcaniques. Alors on a trouvé les panaches ici, on a des structures volcaniques ici et ici. Les résultats de la campagne Mayops ont aussi permis de mieux localiser la sismicité. Les données et informations fournies par les sismomètres fond de mer ont permis de montrer que les séismes avaient lieu sous cette ride volcanique. Ils se distribuent en deux zones. Une zone au niveau à 5-10 km de petite terre, qui est l'essaim le plus actif, et un autre essaim à 30 km des côtes. Et on voit que très peu de séismes ont été enregistrés sous le nouveau volcan. Quand on fait une coupe de la sismicité, on voit ici que ces séismes sont profonds, ils sont très profonds, c'est inhabituel, entre 30 et 50 km. On a aussi, pendant ces missions, fait des prélèvements, des dragages de roches et des prélèvements à la bâtissonde. Donc ça, c'est le redéploiement des OBS, mais je vais passer rapidement. Je vous montre quelques photos. Donc ici, c'est les OBS du parc INSU qu'on a mis à l'eau à bord du navire. Et puis les micro-OBS de l'Ifremer, ici, qui sont venus compléter le réseau à la fin de la campagne Mayops 1. Je vous montre ici la photo de la première drague qu'on a prise, la DR01 sur Nouveau Volcan. Et c'était ce qu'on appelle un popping rock. C'est une roche qui a éclaté quand on l'a remontée à la surface, et c'est très rare de récupérer ce genre d'échantillons. Et voilà les échantillons de la drague sur la paillasse du bateau. On a aussi fait des prélèvements de la colonne d'eau avec un appareil qu'on appelle une CTD Rosette, donc on fait des prélèvements de la colonne d'eau. Donc, suite à ces résultats, il y a eu la mise en place d'un financement interministériel pour 3 autres campagnes en juin et juillet 2019, pour des redéploiements d'OBS jusqu'en mars 2020, et la mise en place du REVO-CIMA, qui prévoit des interventions à terre et en mer. Donc, je ne vais pas détailler les 3 campagnes, mais en gros, parce qu'on a déjà beaucoup interagi dans la presse, mais Mayops 2, donc du 11 au 17 juin, toutes les campagnes ont été faites à bord du Marion Dufresne, Mayops 3 le 14 juillet, et puis Mayops 4 du 19 au 31 juillet. Toujours pareil, relève, déploiement OBS, bathymétrie, imagerie, colonne d'eau, prélèvement CTD Rosette et analyse à bord, dragage de roches et observation là avec le Scampi. En août 2019, le CHOM a réalisé un autre levé lors de la campagne Mayops 5, et puis la campagne Mayops 6 vient de se terminer et prévoyait la relève de 4 OBS du parc INSU et la mise à l'eau de 16 micro-OBS de l'Ifremer. Les campagnes Mayops 2 et 4, donc toujours pareil, suivi de l'activité sismique et des déformations,
déploiement, redéploiement d'OBS, de sismomètres fond de mer et capteurs de pression, suivi de l'évolution topographique du nouvel édifice volcanique et plus largement de toute la ride, suivi de l'évolution physico-chimique des panaches avec des prélèvements à la Veille-Rosette et suivi de l'évolution pétrologique et chimique des produits volcaniques et des dragages de roches. Les opérations identiques à MAIOPS 1 avec en plus des cartographies haute résolution de l'AUV et des observations directes au fond avec le Scampi, une caméra. Donc l'AUV permet de réaliser des cartographies très précises des fonds océaniques et navigue à 70 mètres du fond. Il permet de détecter des sorties de fluide de gaz beaucoup plus finement. Voilà la photo de l'AUV. On voit que l'AUV permet de cartographier mieux les petites structures. Alors voilà ce qu'on peut observer avec un sondeur de coque navire et puis la différence avec l'AUV. Voilà. Donc on voit beaucoup plus les coulées, les structures, etc. Le Scampi, alors c'est une petite caméra au fond qu'on descend, qui est câblée au bateau et qui permet de faire des observations in situ. Et voilà ce qu'on a vu avec le Scampi. On a vu des coulées de lave fraîches, des zones turbides, des zones de moirage, et puis sur la pente insulaire supérieure où on a vu on a des sorties de bulles dans un environnement froid. Alors je voulais préciser qu'il y a beaucoup de logistique sur ces campagnes, surtout sur MAIOPS 4. On avait un nombre de personnes important avec des laboratoires de chimie à bord, donc ça demande beaucoup de préparation. Les résultats des campagnes, c'est la découverte en juin 2019 d'une nouvelle coulée qui s'est mise en place entre MAIOPS 1 et MAIOPS 2. Donc cette coulée fait 8 km² et 70 mètres de hauteur. On la voit très bien ici dans l'imagerie. On voit très bien cette nouvelle coulée ici. Et puis, on a pu surveiller aussi les panaches. Donc, en juin 2019, on voit que les panaches acoustiques sont toujours visibles au sommet du volcan et sur la pente insulaire supérieure de l'île. Donc ça n'avait pas changé. MAIOPS 3, donc juillet 2019, le nouveau volcan continue sa croissance. Entre MAIOPS 2 et MAIOPS 3 et 4, une nouvelle coulée ici sur le bord de 150 mètres de hauteur, de 0,3 km³ à l'ouest du volcan. Et puis au niveau des panaches, donc en juillet 2019, les panaches au sommet du volcan avaient disparu. On avait des petits panaches qui avaient été identifiés sur la nouvelle coulée de MAIOPS 4. Et puis le panache, par contre, sur la pente insulaire supérieure est toujours actif. La sismicité n'a pas bougé au cours des différentes campagnes. On a 2000 séismes qui ont pu être localisés par l'équipe. Alors il y en a beaucoup plus, mais on ne localise pas tout. On voit que la sismicité, quand même, au cours des campagnes a diminué. On n'a pas d'évolution spatiale de la sismicité depuis mai 2019. Les séismes sont toujours profonds, supérieurs à 15 km, et toujours distribués en 2 paquets. Et des petits séismes ont été par contre détectés ici, entre l'essaim principal et la Terre. Ils sont présents dans les enregistrements depuis février 2019, depuis le déploiement OBS. Les dernières données ont été localisées de MAIOPS 6 ont été localisées à terre parce qu'on a déployé avec un autre navire. Donc il y a eu une séance de pointée qui a été organisée à Brest du 9 au 10 octobre 2019. Et toujours pareil, pas d'évolution de la distribution de la sismicité ici. Et en tout, depuis le début du programme, on a localisé 3624 séismes manuellement. Donc ce qui est beaucoup. Mais il y a eu beaucoup plus de séismes enregistrés par les observations. Autre chose, l'évolution de la sismicité. Donc j'en parlais dans le cadre des campagnes, mais Arnaud va vous présenter ça. Il y a aussi des graphes d'évolution de la sismicité qui sont disponibles dans le cadre du REVO-CIMA. Et on voit aussi là une baisse de la sismicité, de l'activité sismique depuis quelque temps. Alors, les modélisations des déformations enregistrées par les stations GPS. Donc, je présente ça très vite, mais je pense qu'on aura des discussions après avec les experts. Donc,
Là, donc des modélisations ont été refaites dans le cadre du REVOSIMA. Hein. La source, on suit ça. La source prédominante est en déflation et donc sa position, c'est toujours la même, et horizontale varie et approximative, et sa forme serait allongée verticalement. La variation de volume total est de 5 km3, donc ce qui correspond à peu près au volume du volcan. Il y a une diminution du débit de janvier 2019 et une accélération en août, une accélération de la diminution depuis août 2019. Au vu des volumes de lave émis, la source est certainement de grande dimension. Et les données, ce qu'on peut dire, c'est que les données géodésiques terrestres sont insuffisantes pour contraindre la source de manière satisfaisante, notamment les profondeurs de la source. Alors, les campagnes ont aussi permis de récupérer 12 dragages de roches le long sur la ride. Donc l'analyse des roches issues des éruptions les plus récentes de la ride sous-marine, à 12 opérations de dragage et de petites terres. Principale investigation, la composition des laves et des cristaux, l'analyse texturale et l'analyse des gaz. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, là on pourra en discuter tout à l'heure. On a aussi donc réalisé 10 prélèvements de colonnes d'eau CTD Rosette. Donc ça, c'est la carte d'anomalie géochimique en méthane et pH dans la colonne d'eau sur la base de 10 opérations de bâtissonde. On voit ici des anomalies de la colonne d'eau en méthane et en pH assez fortes au niveau de l'essaim de séisme, de la pente insulaire supérieure et au niveau du volcan nouveau. Donc il y a aussi eu des analyses des gaz émis à terre. Donc c'est des travaux qui sont en cours par Andrea Di Muro. Donc à terre, il a identifié des sites de dégazage sur l'île de Petite-Terre. Il a caractérisé la composition chimique isotopique de ces émissions gazeuses. Il a fait la corrélation avec la distribution spatiale des centres volcaniques et des structures tectoniques. La quantification du flux de gaz diffusant par le sol avec ce qu'il voudrait faire avec une station continue. Donc les premiers résultats, c'est 4 missions depuis décembre 2018, 2 sites d'émissions principaux, le lac Diani et la plage de l'aéroport, et des gaz magmatiques très largement dominés par du CO2 depuis les mesures réalisées en 2005. Donc résumé des principaux travaux et résultats. Donc la mise en évidence d'une ride volcanique quaternaire à l'est de Petite-Terre. Les âges sont à confirmer, donc des échantillons ont été pris, on va les dater. La sismicité est située sous la ride et se distribue en 2 zones. On n'a pas d'évolution des localisations depuis le début des déploiements OBS, y compris en profondeur, mais le nombre de séismes et la magnitude diminuent. Mise en évidence d'une sismicité plus faible profonde près des côtes au cours de Mayops 4, mais cette sismicité existait avant. Des panaches acoustiques au sommet du volcan nouveau n'ont pas été imagés lors de la campagne Mayops 4. Le volcan nouveau continue de se construire, mais sa hauteur n'a pas varié. Il a l'air de croître sur les côtés. Les panaches en mer montrent des anomalies en méthane et pH qui pourraient être liées à du magmatisme. Les analyses sont en cours. Les sorties de gaz à terre sont principalement constituées de CO2 et la composition des émissions de gaz à la plage de l'aéroport reste assez stable dans le temps. Et la modélisation des déformations du sol montre une diminution des volumes depuis janvier 2019. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue, j'ai essayé de faire vite. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Donc moi je vais vous présenter l'organisation du suivi de l'activité sismo-volcanique à Mayotte. Donc si j'arrive à passer la slide suivante. D'abord je voulais vous montrer cette vue aérienne de Petite-Terre pour vous montrer et bien mettre en évidence
du volcanisme récent sur petite terre, pour que ce soit assez parlant pour tout le monde. Vous voyez donc des cônes volcaniques ou des cratères volcaniques sur petite terre, au nord de petite terre, avec le lac de Ndiana, ou les cratères à l'est de petite terre qui sont maintenant érodés. Mais donc tout ceci, ce sont des évidences de volcanisme récent sur petite terre. Comme vous l'a montré Nathalie, on a affaire à un phénomène de très grande ampleur. Juste, je vous mets quelques ordres de grandeur pour illustrer ça. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Nathalie, mais voilà, Mayotte, en un an, on a eu un volume érupté de 5 km3. Et à titre de comparaison, l'ensemble des rides et des dorsales océaniques, c'est 20 km3 par an. Donc en un point de la Terre, on a un quart de ce qui a été érupté à peu près sur toute la surface de la Terre en un an. Donc c'est vraiment, ça illustre bien ce phénomène de grande ampleur. Et pour vous donner un autre ordre de grandeur, je cite l'éruption effusive de Laki, qui est la dernière grande éruption avec des très très grands volumes en 1883 et 84 en Islande, qui a été de 15 km3 en 245 jours à peu près. Alors c'est un phénomène rare et donc aussi peu documenté dans la littérature scientifique. Donc on a peu d'analogues finalement et de comparaisons. Alors pour l'instant on s'appuie sur par exemple le volcan de Loei au sud d'Hawaï, de Bardabunga en Islande pour avoir des analogies, ou de l'Acial Simont dans le Pacifique. Alors évidemment il y a ce type d'éruption c'est produit par le passé, mais des éruptions de ce type-là avec un monitoring renforcé pour comprendre ce qui se passe, et bien finalement dans la littérature c'est très peu documenté. Donc je vous montre un exemple de Loei Simont au sud d'Hawaï, avec un certain nombre d'autres volcans autour d'Hawaï, juste à titre d'illustration. Alors ce phénomène exceptionnel demande finalement des réponses exceptionnelles. C'est des réponses exceptionnelles d'abord pour éclairer les autorités sur ce qui se passe et leur donner des clés de compréhension, et aussi surtout pour répondre aux populations, comme l'a dit Nathalie, qui sont angoissées et vulnérables par ce phénomène. Alors les réponses exceptionnelles passent par une observation permanente et à long terme de ce phénomène. Comme j'ai dit tout à l'heure, il était peu documenté, donc on a besoin de le comprendre sur le long terme et de manière permanente. Alors, tout en sachant qu'on a une difficulté supplémentaire par rapport aux autres volcans qu'on peut surveiller, c'est qu'on a une activité sous-marine et donc un accès plus difficile pour installer des capteurs et le surveiller. Alors cette réponse exceptionnelle, l'État a mis en place, comme l'a expliqué un petit peu Nathalie, deux grandes actions. La première, c'était un peu prospectif pour savoir ce qui se passait à Mayotte. Donc c'était un premier appel d'offres TELUS qui a permis de découvrir ce nouveau volcan grâce aux campagnes océanographiques faites. Et puis à l'issue des découvertes, le monde scientifique s'est réuni et a proposé un certain nombre de choses à l'État et qui ont été validées pendant des réunions interministérielles en débloquant l'argent pour construire finalement la réponse exceptionnelle qui est REVOSIMA, que je vais détailler un petit peu plus maintenant. Donc REVOSIMA veut dire le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte. C'est d'abord, et ça il faut avoir bien conscience de ça, c'est d'abord une collaboration de tous les acteurs scientifiques nationaux, avec des piliers. Les premiers piliers sont évidemment l'IPGP qui a la charge de la surveillance des volcans actifs sur le territoire français, avec le CNRS aussi, le BRGM, puisque le BRGM a une antenne à Mayotte, donc est déjà implémentée à Mayotte, a déjà fait beaucoup de travaux sur Mayotte, et l'IFREMER, évidemment, pour toutes les opérations en mer qui sont cruciales pour suivre l'activité. Donc, mais ce n'est pas tout, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui rentrent
en jeu, comme la Marine nationale qui contribue aussi, l'IGN et l'ENS. Alors je vais tous les citer parce que c'est important de bien comprendre que c'est vraiment un effort national de toute la recherche. Donc l'IGN et le CNRS et l'ENS pour tous les aspects de déformation et de suivi des déformations à Mayotte. Le CNES pour la télédétection, puisqu'il y a aussi une surveillance qui est possible par satellite, par télédétection. Les terres australes aussi contribuent, puisqu'on a installé des stations sur les Glorieuses, qui est de la responsabilité des terres australes et antarctiques françaises. Et puis de nombreux instituts et d'universités en sciences de la Terre contribuent, comme le RENAS et le BCSF, l'IPGS, donc c'est comme l'IPGP, mais à Strasbourg, un institut de physique du globe de Strasbourg. Les universités de Clermont-Auvergne, évidemment, qui ont une compétence en volcanologie aussi, à Grenoble et aussi Toulouse. Donc il faut vraiment bien intégrer que c'est une réponse vraiment nationale de tous les acteurs scientifiques nationaux. Alors le REVOSIMA, c'est aussi un comité scientifique de 36 scientifiques de tous les organismes précités qui se réunit toutes les semaines pour faire le point sur le suivi de l'activité et puis le suivi aussi des travaux de recherche en cours et réfléchir à orienter l'acquisition des connaissances futures pour les prochaines campagnes en mer et les prochaines installations aussi à terre. Et ce comité réfléchit et élabore des scénarios pour les autorités locales et la préfecture en particulier. REVOSIMA, donc ce comité scientifique, rédige aussi des bulletins d'information qui sont publiés régulièrement. Donc, je vous montre un exemple. Donc tous les 15 jours, le comité scientifique informe la population et puis les autorités grâce à ce bulletin, qui a 3 niveaux de lecture. Si on le regarde, il y a une première page très simple, synthétique, qui dit en quelques phrases et puis ce bandeau en bas où on en est dans l'activité. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est un peu plus complet, un peu plus détaillé, qui permet de creuser un peu. Et puis si on veut vraiment comprendre à fond ce qui se passe, on a un troisième niveau de lecture plus long, donc ce qui demande un petit effort pour le lire en entier, parce qu'il commence à être un petit peu long, mais il permet d'avoir toute l'information disponible pour les populations et les autorités. Alors il est disponible évidemment ce bulletin sur le site web du BRGM, de l'IPGP, et puis aussi sur les moyens de communication de la préfecture de Mayotte, par sa page Facebook, mais aussi son site web sur place. Ok, je veux juste, sur ce bulletin, il est mentionné, je voudrais attirer l'attention des Mahorais s'ils nous écoutent ce soir, les témoignages en cas de secousse ressentie. Les Mahorais ont l'habitude de témoigner sur le CSEM, qui est un centre finalement européen dédié à la Méditerranée. Or, il existe en France un organisme qui est responsable de ça, de recueillir les témoignages, qui s'appelle le BCSF. Et donc, si les Mahorais m'écoutent, ce serait bien finalement qu'ils adoptent cet organisme pour témoigner. Ça nous aiderait nous aussi beaucoup dans le suivi de l'activité sismique. Et en plus, ce qui est important pour les Mahorais, c'est que finalement, c'est le BCSF qui éclaire l'État sur les procédures à mettre en cas de fort séisme et de dommages, les procédures de catastrophes naturelles. Donc autant témoigner dans les bons organismes. Alors REVOSIMA, donc c'est aussi un suivi journalier. Alors pour l'instant, on est dans une phase intérimaire, dans le sens où alors que cette phase a été mise en place mi-juillet et va durer jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir qu'avant REVOSIMA, le suivi était assuré par le BRGM, enfin en tout cas une partie du suivi, parce que c'était le suivi sismique uniquement qui était assuivi par le BRGM, ce qui était déjà beaucoup. Mais depuis la création de REVOSIMA, on a mis en place des protocoles de suivi de plusieurs indicateurs. Donc non seulement la sismique, les déformations, et puis aussi, de manière générale, la géochimie, la chimie des gaz. Alors, ce suivi est assuré par des volontaires des personnels des organismes de recherche. On a 21 personnes à l'heure actuelle qui font des astreintes journalières, le week-end compris, pour suivre l'activité et essayer de détecter tout changement d'activité
qui serait pertinent de communiquer aux autorités et à la population. Ce suivi est aussi fait par des calculs en routine qui ont été mis en place par l'IGN et l'Institut de physique du globe de Paris pour calculer les mouvements du sol de Mayotte. Et ce suivi repose sur un système d'information qui est implémenté dans tous les observatoires volcanologiques français, qui s'appelle WebOps, qui a été développé par l'IPGP, qui permet finalement d'accéder à un observatoire virtuel par le net, donc à avoir accès à toute l'information d'un observatoire comme si on était dedans, mais via une interface web. Donc, je vous donne un exemple de produit que WebOps, cette interface qu'on appelle WebOps, peut faire. Elle permet en particulier d'assurer le suivi sismique avec une main courante où des opérateurs, les fameuses 21 personnes qui se relaient, identifient toute l'activité sismique sur cette main courante pour justement la communiquer et élaborer des cartes de sismicité qu'on communique ensuite aux autorités et aux populations. Alors, juste pour préciser la contribution importante dans la localisation, donc il y a le suivi, l'identification de tous ces séismes, mais il y a leur localisation, donc qui est un processing un peu plus poussé, qui est fait en ce moment jusqu'en 2020 par le Réseau national de surveillance sismique français, qu'on appelle le RENAS. Alors, en début 2020, le cœur opérationnel de REVOSIMA va se construire avec l'observatoire du Piton de la Fournaise et en tandem avec l'antenne du BRGM de Mayotte, puisque 7 nouveaux scientifiques vont être recrutés pour assurer le suivi de l'activité de Mayotte. Une extension de l'observatoire, donc au VPF, c'est l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, va être faite pour accueillir ces personnels, sachant qu'une des personnes ira aussi au BRGM à Mayotte pour renforcer l'équipe du BRGM sur place. Alors, mais ça ne veut pas dire que les ressources nationales ne seront plus utilisées. Toutes les ressources, toute la team qu'on a pu présenter par ailleurs sera toujours dans REVOSIMA pour contribuer à la surveillance. Alors, REVOSIMA, ce sont des réseaux de stations à terre qui ont déjà été un petit peu présentés par Nathalie. Alors, pour les aspects gaz, pour l'instant, on fonctionne avec des campagnes de mesures ponctuelles sur petite terre, avec des campagnes régulières. La dernière a eu lieu, vous voyez mes collègues de l'Observatoire du Piton de la Fournaise, Andrea Di Muro pour ne pas le citer, qui était en septembre en train de faire cette campagne, pour mesurer régulièrement les gaz sur petite terre et faire le suivi du dégazage à terre, sachant que d'ici la fin de l'année, on va déployer une station permanente temps réel sur petite terre. Alors les réseaux de mesure sont aussi des réseaux de mesure sismiques et GPS pour faire le suivi temps réel. Donc je vous présente les réseaux de mesure alors à terre et en mer à la fois sur cette carte pour que vous preniez bien conscience que finalement les réseaux de mesure à terre sont assez insuffisants pour faire le suivi de l'activité, puisque vous voyez on a été obligé de déployer énormément de stations en mer là, pour pouvoir bien localiser et bien comprendre l'activité sismique actuelle. Donc on est finalement un petit peu contraint par les mesures à terre qui ne sont pas suffisantes et qui ne donnent pas assez d'informations, enfin on donne mais pas suffisamment pour tout comprendre. Alors le suivi s'appuie aussi sur des stations régionales ou des réseaux mondiaux, donc en particulier les stations de Madagascar et de Grande Comore avec l'observatoire du Karthala sont très utilisées pour faire le suivi aussi. Ils ont été très utiles au départ parce qu'il y avait très peu de stations à Mayotte. Il faut savoir qu'au tout départ de la crise, il y avait juste un accéléromètre à Mayotte qui mesure les mouvements forts du sol et 3 ou 4 stations GPS, c'est tout. Donc on a vraiment fait l'effort de renforcer ces réseaux pour pouvoir faire un suivi journalier de l'activité.
Alors ces réseaux en mer, finalement, prolongent ce qui est à terre, pour bien comprendre ce qui se passe à terre, donc prolongent les acquisitions géophysiques et géochimiques en mer, et sont déployés par bateau. Mais alors, vous comprenez très rapidement que ces stations déployées par bateau ne sont pas transmises en temps réel, mais sont relevées au bout de 2 ou 3 mois, et donc du coup, les données sont traitées a posteriori, après 2 ou 3 mois, et pas en temps réel. Alors là, c'est un peu la triple peine, je dirais. Parce que finalement, on fait un travail à terre avec un réseau qui n'est pas suffisant pour détecter et localiser l'activité. Puis après, une fois qu'on rapatrie les données, on retraite tout ce qu'on a fait en temps réel à terre. Donc ça nous demande de refaire le travail. Et en plus, la troisième peine, c'est que finalement, à terre, on ne voit pas l'ensemble de l'activité, donc on doit retraiter encore tous les signaux de la mer pour pouvoir affiner finalement et retraiter et compléter tout ce qui a pu être détecté à terre. Donc tout ça n'est pas très efficace, dans le sens où voilà, on doit faire le travail plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle il nous faut innover. Et donc ça, c'est un peu la conclusion là, de notre journée scientifique, c'est qu'il nous faut innover pour finalement installer des stations en mer câblées pour pouvoir transmettre les données temps réel à une structure qui puisse surveiller l'activité sismique et de déformation et géochimique, enfin toute activité en mer. Donc là, je vous montre voilà ce qu'ont fait les Américains. Il y a peu de pays qui ont réussi à faire ça. Essentiellement, les Américains et les Japonais sont précurseurs là-dedans. Ont voilà, câblé, c'est-à-dire installé et déployer des câbles en mer pour pouvoir à la fois alimenter des capteurs en mer et transmettre leurs données en temps réel à un centre opérationnel à terre. Voilà. Oui, d'accord. Donc on va passer à la table ronde et vous allez pouvoir poser toutes les questions. Alors à la fois aux 6 personnes qui seront à la table ronde et à ceux qui ont présenté, enfin, Arnaud va être assis ici, et à toute une série d'experts qui sont là, dont vous ne connaissez pas forcément les noms ont été distribués aux journalistes qui sont là, mais les membres de la table ronde savent exactement qui est assis ici, quels sont les experts, et si vous leur posez une question piégeuse à laquelle ils ne savent pas répondre, ils vont immédiatement passer la patate chaude à un expert sur qui ça tombera, qui est assis au premier rang. Donc tous ces gens-là vont participer aux questions. Prenez place. Je ne vais pas vous présenter, je vais vous laisser vous présenter chacun, et puis donc nous allons... donc vous avez 2 personnes sur les côtés qui ont des micros. Alors parlez bien dans les micros, parce que comme vous êtes filmés, sinon les questions ne pourront pas être entendues. Il manque quelqu'un. Encore. Oui, bonjour, Eric Hummler, directeur adjoint scientifique de l'INSU CNRS et directeur scientifique du REVOSIMA. Bonsoir, Jean-Christophe Komorowski, je suis volcanologue à l'Institut physique du Globe de Paris et je suis responsable scientifique des observatoires volcanologiques et sismologiques de l'IPGP. Bonjour, Nathalie Feuillet, donc je suis physicienne à l'Institut de physique du Globe de Paris et j'ai été co-chef de mission avec mes collègues de l'IFREMER, là ici présents, des campagnes MyOps. Bonjour, Anne Lemoine, je suis sismologue au URGM et impliquée dans l'analyse de cette crise depuis 10 mai 2018. Bonsoir, je suis Jean-Marc Daniel, je suis le directeur du département ressources physiques et écosystèmes de fond de mer de l'IFREMER, un département qui a contribué à un certain nombre d'activités en mer que vous avez pu voir dans la présentation qui ont été faites. Ouais, alors si
sinon on risque de rester un peu calé. Donc on va démarrer la discussion. Alors déjà spontanément peut-être des questions sur les deux exposés qu'on a vus qui étaient différents mais très complémentaires. S'il y a des aspects techniques ou autres, déjà on peut vous répondre si ça vous chante. Ça vous chante pas trop. Alors moi j'en ai une question, je vais leur poser, mais comme ça je connais la réponse, mais pas grave. Non, sans blaguer. Moi je voulais savoir, les scientifiques d'ailleurs qui sont ici, puis ceux qui sont autour de la table, je voulais savoir ce qui nous manquait véritablement dans notre arsenal de données, qui sont nombreuses maintenant. On a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui nous manque véritablement pour progresser? Est-ce qu'il y a une manip particulière qu'on n'a pas réalisée et dont on aurait absolument besoin? Alors celle qui n'est plus là d'ailleurs, mais qui était là est un bon exemple. Je veux dire, un réseau de surveillance tel que l'a présenté tout à l'heure Arnaud me semble être effectivement un outil qui manque. Mais dans les données, les types de données, moi j'avais envie de poser cette question, parce que lorsqu'on voit les ministères, etc., ils nous posent cette question. Donc c'est bien de répondre bien. Donc pour ça, je pose la question. Voilà. Ça avance pas mieux. Hein, mais... Ah, là, je vois une main qui se lève. Merci. Bon. Ouais, bonsoir à tous, moi je suis Stéphane Jory de l'Ifremer. Pour rebondir sur ta question, je pense qu'aujourd'hui on a bien compris dans l'après-midi qu'on tend aussi vers des modélisations pour essayer de comprendre des processus. Et on a très bien vu qu'on manque cruellement de données aujourd'hui, ne serait-ce que si on veut comprendre la déstabilisation d'une pente, il faut comprendre quel type de sédiments sont en jeu et quelles sont les épaisseurs en jeu. Donc on pourra faire tous les modèles qu'on veut, mais si on n'a pas ces données-là, donc je pense que cruellement aujourd'hui, c'est vraiment des données géophysiques qui doivent manquer sur l'eau de pente et des données voilà, sur le type de sédiment. Il y a le côté géotechnique qui a été évoqué également, comprendre voilà, quel est le caractère rhéologique des différentes couches qui sont présentes sur l'eau de pente. Donc là, je pense qu'il y a un gros progrès à faire et il va falloir se manifester d'une manière ou d'une autre si on veut comprendre et rendre valides ces modèles, quoi. Tu vas parler, Eric, qu'est-ce qu'on va faire ici? Plus tu parles d'axial, on a fait 10 ans de manip de géophysique. Combien de manip de géophysique que vous voulez préparer de faire ici? Parce qu'on a fait sismique 2D, OBS, réflexion, tous les recoveries de cailloux sur l'axial que vous avez là-bas. Il faut qu'on est capable de faire celui-là d'abord, que fait l'observatoire que vous avez proposé ici. Quelqu'un veut répondre? Moi, je veux bien dire un petit mot, mais c'est peut-être Stéphane et d'autres personnes qui ont préparé un certain nombre de campagnes à venir. Je pense que pour rebondir sur ces questions-là, il y a quelque chose qui nous manque. Micro, faut le tenir en haut. Faut le tenir là? Ouais, c'est bon. Ce qui nous manque, c'est vraiment une image de la structure crustale dans cette région-là, parce qu'on n'a pas ça. Et donc ça nous pénalise sur la localisation des tremblements de terre, ça nous pénalise sur la compréhension des systèmes d'alimentation de ce qu'on voit en surface. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont contribué aux travaux qu'on a vus, qui ont fait un certain nombre de propositions de campagnes à venir sur ces sujets-là. Donc peut-être qu'ils peuvent s'exprimer sur ce sujet-là. Il y a des acquisitions qui seront importantes pour imager effectivement la profondeur au niveau de l'aride et puis aussi au niveau du contexte régional pour un petit peu dézoomer et comprendre un petit peu dans quelles circonstances et si une telle chose peut se reproduire également dans la région. Effectivement, il y a plusieurs campagnes qui ont été proposées à différentes échelles. Il y en a 2 au niveau de l'aride, centrées sur l'aride, il me semble, dont tu vas peut-être plus parler ou ceux qui l'ont proposé. Et une qui est plus au niveau régional pour un peu comprendre le contexte et identifier des structures actives dans les Comores. Donc, je crois qu'il manque aussi des observations in situ. Alors c'est un peu compliqué parce que, évidemment, comme disait Eric, ça coûte très cher d'aller en mer.
Mais là, je crois que quand on étudie un volcan à terre, on va sur le terrain, on prélève des échantillons in situ, on mesure les gaz in situ, les sorties de fluides. Là, on n'a pas ça, on est dans une zone profonde, et ça nous pénalise aussi parce qu'on est quand même à plus de 3000 mètres de profondeur, et ça, c'est difficile parce qu'il faut, pour y aller, des gros navires, et on ne peut pas y aller avec des petits navires côtiers, donc ça demande des moyens importants. Et je crois que s'il y avait des actions à faire dans le futur, oui, je dirais peut-être essayer d'aller avec le ROV, faire des observations in situ, faire des cartos plus fines de la pente, comme tu disais, avec la UV, et puis acquérir des données. Vraiment, il nous faut des données en mer, des données de géophysique en mer, et c'est ça qui manque là. Et on voit aussi qu'on n'arrive pas bien à comprendre le lien entre ce qu'on voit à la surface, les structures de surface, et les essaims sismiques qu'on a imagés en profondeur. Donc c'est difficile de comprendre l'évolution de cette crise, etc. Et effectivement, si on avait des informations sur la structure lithosphérique de cette zone, on pourrait probablement avancer. Il y a aussi des choses à faire avec les données qui ont été acquises, mais comme j'ai montré, on est nombreux à travailler, mais on travaille à presque 150%, je dois dire. Donc voilà, il faut qu'on ait de l'aide aussi pour analyser toute cette masse de données sismologiques qui ont été récupérées avec les OBS. On a dit qu'on avait localisé à peu près 3600 séismes pour MyOps 1. Wayne Crawford avait calculé avait déterminé qu'on avait enregistré 17 000 séismes dans les OBS. On n'en avait localisé qu'un tout petit pourcentage. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'étais assez impressionné par l'ensemble des images, et donc par la prospection qui a été faite, qui montre de façon claire vraiment finalement, même si vous évoquez qu'il manque encore beaucoup d'informations, mais c'est vrai que les images en particulier, les images en acoustique, sont assez impressionnantes. J'ai remarqué par contre une sorte d'absence de projection, donc en particulier d'estimation du risque. Est-ce qu'il y a par exemple des modélisations de risques potentiels de tsunami ou de possibles explosions sous-marines qui pourraient être effectivement beaucoup plus dangereuses? Donc la projection numérique, oui, de la modélisation. Alors c'est une excellente question. C'est toute la beauté de l'exercice, si je puis dire. On a dit qu'il y avait la mer et la terre, que pour aller en mer, il fallait des moyens énormes. En terre, louer une voiture, un 4x4, ça ne coûte pas très cher. Mais en revanche, avoir un bateau et un navire, bon bref, il y a ça. Et puis il y a une chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'effectivement, si cet essaim de séisme était en plein milieu de l'océan Indien, sans personne autour, on irait sur un volcan, pareil, en plein milieu d'un océan. On aurait fait une mission, on aurait récupéré 3 cailloux, voilà. Donc là, effectivement, le côté risque est réel. Il doit être évalué, il doit être calculé, etc., etc. Alors, ceci dit, il existe des modèles pour faire ça, mais c'est pas comme un jeu vidéo où on bouge les touches comme ça et puis on regarde ce que ça fait, etc. Donc, pour faire ce genre de choses, il faut le faire sérieusement, et pour ça, il faut l'ensemble des informations pour pouvoir effectivement évaluer ce type de travail correctement. La question est surtout qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour pouvoir faire, par exemple, des premières estimations peut-être grossières mais approximatives de risque. Je vais donner la parole à Anne, tu veux, Anne ou Anne d'ailleurs. Anne et Anne, j'allais dire. En fait, il y a des équipes qui se mettent tout en œuvre pour avancer sur ces sujets-là. Et on travaille sur les sources, parce que des modèles de tsunami, comme disait Eric, on peut en faire de manière complètement farfelue. Il faut les calibrer, il faut que ça soit crédible dans un contexte. Et là, on reste dans un contexte où on ne connaît pas très bien le système. On ne comprend pas dans certaines zones. On a compris ce qui se passe au niveau du volcan.
au niveau de l'essaim profond, voilà, on est encore en train d'élaborer des hypothèses. Et donc on travaille, on met en place des outils qui sont complémentaires. Ça reste aussi un sujet très transverse, on a besoin de s'alimenter des recherches en cours. Et puis on met en place aussi des modèles dans différents instituts pour un peu confronter des hypothèses. Donc c'est des choses qui sont en cours, voilà, et qui sont intégrées, enfin, on en tient compte. Oui, donc Anne Le Friand, donc en effet, c'est des choses qu'on envisage bien sûr, mais comme vous avez vu, la quantité de données qui a été collectée est vraiment très importante. Les dernières données, elles ont été collectées au mois de juillet. C'est toutes les données de bathymétrie très fines que Nathalie a montrées. Donc ça demande aussi du traitement. On va les regarder, les intégrer. On travaille l'IPGP et le BRGM là-dessus. Comme l'a dit Anne, on utilise des codes numériques qu'on a sélectionnés, qui sont différents mais complémentaires. Et une fois qu'on aura défini vraiment toutes les sources potentielles et qu'on aura défini en tout cas certains scénarios qui nous paraissent les plus plausibles, on lancera des simulations numériques, bien sûr, de ces scénarios. Donc c'est un travail qui est en cours, on est en train de le faire. Donc on l'envisage, bien sûr. D'autres questions ? Oui, bonjour. Les popping rocks, après tout, sont des types de roches relativement rares. Et je voudrais poser la question si ça vous aide à comprendre la source profonde du magmatisme. C'est un excès de température, disons, type panache, entre guillemets, ou bien quelque chose plutôt associé à des fluides. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça ? Pardon, excuse-moi. Non, je pensais à autre chose. C'était l'utilisation des popping rocks, c'est ça sa question. Alors, les popping rocks, c'est de la magie, parce que les dernières, enfin les premières d'ailleurs, qui ont été échantillonnées, ça date de 74 ou 76. C'était à l'axe de la dorsale médio-atlantique à 14 degrés nord. Et ce sont des roches particulières pour ceux qui ne connaissent pas. On les appelle popping rocks parce qu'une fois qu'on les a draguées, quand on les met sur le pont arrière du bateau, elles éclatent, elles explosent en plusieurs morceaux, etc. Et ça s'explique de façon très simple, c'est qu'elles sont tellement gorgées de gaz que lorsqu'on les remonte, il y a une décompression et le caillou explose en plein de petits morceaux. Et je crois, mais les chefs de mission me diront oui ou non, mais que ça a été le cas pour certaines de ces roches. Je ne sais plus qui était chef de mission. Voilà. Donc, ils vont t'expliquer que ça explose. Alors, moi, je ne suis pas géochimiste ni pétrologue, alors je vais essayer de répondre de mon mieux. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites sur ces roches. Il y a eu donc les gaz rares qui ont été analysés, donc tout ça c'est en cours, qui tente à montrer que ces roches n'ont pas été, sont remontées assez rapidement et n'ont pas subi de stockage dans des réservoirs intermédiaires. Voilà, il y a peu de cristaux, donc voilà, peut-être que Georges Boudon pourra en parler mieux que moi, je ne sais pas. J'essaie de répondre comme je peux. Mais... Ce qu'on sait, c'est que quand on regarde ces roches au microscope, il y a très peu de cristaux et c'est essentiellement du liquide. Donc ça veut dire qu'on a une grande quantité de liquide qui est effectivement montée rapidement à la surface et qu'on doit avoir un gros réservoir pour pouvoir avoir tant de liquide qui peut remonter à la surface. En plus, ces roches sont assez riches en volatiles, c'est-à-dire en gaz qui sont dissous. Et donc ça nous renseigne sur la dynamique du système et ça peut peut-être expliquer justement pourquoi ces magmas, ces liquides sont remontés si rapidement à la surface. Je rappelle qu'on a une des plus grosses éruptions effusives, c'est-à-dire avec production de lave des derniers 200 ans. Donc il y a eu d'autres éruptions explosives qui ont produit plus de matériel, plus grande quantité de kilomètres cubes de magma, mais pour des éruptions effusives, cette éruption est la deuxième la plus importante depuis 1783. Et si elle continue toujours à l'heure actuelle, ou disons en date du 31 juillet, elle était peut-être la plus longue, puisque ça avait duré au moins 360 jours à peu près, donc plus long que l'éruption du Laki. On a jusqu'à
150-200 mètres cubes secondes de magma qui sort pendant un an. Donc c'est un volume considérable et la texture des roches montre que c'est essentiellement du liquide. Donc ça nous renseigne sur le stockage de ce magma en profondeur dans la lithosphère. D'autres questions? Oui. Oui, alors moi, c'est des questions naïves, mais pour faire suite à cette histoire de Popping Rock, il y a aussi été mentionné le fait que l'essentialisme est anormalement profond par rapport à ce qu'on attend. Est-ce que ça colle avec la Popping Rock? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors bon, comme je disais tout à l'heure, on manque quand même cruellement de données en profondeur. Alors on a la sismicité et ce que peut nous apporter la pétrologie, la chimie des gaz. Mais oui, effectivement, on a une sismicité anormalement profonde. C'est des choses qu'on n'observe pas d'habitude. Normalement, on a toujours la sismicité dans la croûte avec quelquefois des séismes décrits dans le manteau, mais c'est très très rare dans la littérature. Donc là encore, on n'a pas d'analogue. Probablement une croûte, une lithosphère assez épaisse et puis des choses qui viennent de profond. Donc c'est un peu ce qu'on voit dans les analyses préliminaires de ces gaz contenus dans les popping rocks. Et du coup, si je peux conclure sur la question d'Eric qui demandait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pour moi, c'est dans les choses, mais ça doit être prévu. Crucial, c'est regarder ces roches, leur gaz, leur chimie, pour relier ça correctement à la profondeur et avoir une idée de est-ce que c'est une éruption qui va s'arrêter? Est-ce qu'on est dans un système qui peut durer encore, je ne sais pas moi, 1 million d'années, comme les trappes? J'en sais rien. Donc j'ai l'impression que pour moi, j'aurais tendance à partir sur ça, comprendre vraiment la géochimie des magmas, la zone de fusion et essayer d'identifier la taille et la vitesse de réalimentation de ce réservoir profond. Ce serait mon truc. Oui, alors les analyses sont en cours. Hein. On a, comme je disais, on a prélevé on a fait 12 dragages de roches sur différents cônes, à la fois sur le volcan récent, mais aussi sur des cônes distribués sur l'ensemble de l'aride. Ces roches sont de nature différente, hein, qui peut-être indiquent différents réservoirs, différentes zones de stockage. Donc tout ça, c'est encore très préliminaire et en cours. Hein. Les derniers échantillons de Mayops 4 sont encore dans le bateau qui rentre de Mayotte. Hein. On les a pas encore récupérés. Hein. Donc voilà. Je peux faire un petit commentaire? Là, je suis tout à fait d'accord que les roches, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on a insisté assez vite de faire des dragues sur ces zones-là. Il ne faudrait pas qu'on oublie aussi les gaz. Vous avez vu les panaches. Donc il y a les roches, on les garde. Les gaz, il y a plein de choses qui s'échappent dans la colonne d'eau. Donc c'est intéressant parce que ça nous apprend des choses sur la dynamique du système aussi. Et ça a aussi un enjeu pour des enjeux environnementaux, hein, quelque part. Ces gaz-là, quelque part, au vu des débits qu'il y a, ça doit avoir une influence sur ce qui se passe dans la colonne d'eau, y compris dans le développement d'un certain nombre d'organismes qu'on a l'habitude de voir dans ces colonnes d'eau. Donc c'est aussi, je pense, un élément important à prendre en compte et à associer effectivement avec ce qu'on va faire sur les roches. Moi, je voulais juste rajouter un petit détail, c'est qu'en fait, régionalement parlant, c'est une zone qui est très peu échantillonnée, qu'on connaît très peu. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tant d'incertitudes dans la compréhension de ce qui se passe actuellement, et d'où l'intérêt des campagnes qui ont été demandées pour les années à venir. Peut-être pour compléter la réponse à Magali, si François, tu veux dire quelque chose sur les déformations, parce que ce qui est important en volcanologie, c'est qu'on utilise plusieurs observables, plusieurs paramètres, et la modélisation des déformations nous renseigne aussi, nous apporte des informations sur les profondeurs en jeu, et les volumes peut-être. Oui, tout à fait. Donc, en plus de la sismicité anormalement profonde, effectivement, on a une source de déformation qui est trouvée à partir des données de déformation de surface, une source en déflation, et qui, elle aussi, est anormalement profonde, et même plus profonde que la sismicité encore. Et donc ça, donc il y a des incertitudes énormes sur cette profondeur et sur cette localisation, mais comme la sismicité, c'est aussi un observable. Et l'interprétation du premier ordre, c'est quand même qu'on a un gros réservoir. Donc ça va avec les observations
de chimie et toutes les hypothèses, un gros réservoir profond. Et le modèle de déformation, Nathalie l'a dit dans son exposé, on retrouve également un volume de 5 km3, ce qui est exactement ce qu'on a observé en surface. Donc on a tendance à croire à ce modèle de réservoir profond et qui a donné une déflation là, depuis un an, qui est exactement... Donc la subsidence correspond à une déflation qui est un volume qui est tout à fait compatible avec ce qui a été observé de façon effusive en surface. Et ça vaut le coup de rajouter aussi à tout ce qui a été dit, le fait, ça a été dit par Arnaud tout à l'heure, les 5 km3 par rapport aux 20 km3 de l'ensemble des dorsales océaniques. Si on transfère ça en termes de flux de CO2, par exemple, dans la masse d'eau, c'est absolument énorme. Et dans les bilans de composition chimique d'eau de mer, etc., si on a des cas comme ça, celui-là, on l'a vu, il y en a sans doute beaucoup qu'on n'a pas vu. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir regarder peut-être un peu différemment les idées qu'on a sur l'évolution de la composition chimique de l'eau de mer, des gazages de la Terre, etc. Parce que là, les chiffres vont complètement changer. Alors c'est très fondamental hein, comme point de vue, là. Mais voilà, ça change pas mal de choses. Autre question ? Je ne sais pas si peut-être j'ai raté ça dans la présentation, mais est-ce qu'il y a eu des observations, par exemple, du changement de gravité, des anomalies de masse par satellite, par exemple? Donc en fait, effectivement, on a acquis la gravimétrie pendant les campagnes, hein, à chaque fois. Et ces choses-là, ça demande du temps. Donc effectivement, c'est des choses qui n'ont pas encore été traitées et c'est en cours. D'accord ? Donc je ne peux pas en dire plus. Gravimétrie par satellite, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut imager des choses de cette taille-là avec les satellites. Je ne suis pas sûre. Merci. J'ai lu que l'île s'était enfoncée d'une quinzaine de centimètres, justement suite à l'expulsion du magma. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Est-ce que c'est stabilisé? Est-ce qu'on risque d'avoir en fait une continuité en fait de cette... Alors, est-ce que c'est l'île principale? Est-ce que c'est Petite Terre? Sachant que ça a forcément un impact sur la population qui habite pour beaucoup en zone littorale. François est au cœur de cette analyse des formations. Juste sur les observations de subsidence, donc la subsidence elle se poursuit actuellement, simplement elle avait diminué, c'est-à-dire qu'elle ralentissait, la subsidence ralentissait. Elle a redoublé de ralentissement ces derniers mois. Et puis là, depuis une semaine, ça s'est stabilisé plus ou moins, mais on est toujours en subsidence. Donc pour l'instant, nous, on ne fait pas de modèle d'extrapolation temporelle. Tout ce qu'on voit, c'est que la subsidence, pour l'instant, elle se poursuit et elle ne s'est pas arrêtée. Et l'enfoncement, on est à 15 cm à peu près en cumulé. Et en horizontal, l'île se déplace de 20 cm vers Madagascar. Bonjour, Emmanuel Darvois pour la chaîne Outre-mer News. La question que je voulais vous poser, effectivement, j'ai vu que vous avez fait une conférence de presse ici à l'Institut de physique du Globe de Paris. Le problème qui se pose, c'est que j'aimerais savoir quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour que la population mahoraise soit au courant de tout ça. Il y a déjà un début qui a commencé il y a quelques mois. On a ce consortium scientifique et cet observatoire de la surveillance de la sismologie et de la volcanologie dans la zone publie un bulletin toutes les 2 semaines qui est mis à disposition de la population. Et effectivement, ce qui serait important, c'est que il y ait des relais à Mayotte via des associations, via le rectorat, Pouvez-vous mettre en place cette même conférence de presse à Mayotte? Ça, il y a
Personnellement, moi, je ne vois pas de blocage à ça. Il y a déjà eu des conférences de presse, hein, chaque fois que les scientifiques... Attends. Je te passe le micro, 2 secondes. Donc, il y a eu des conférences de presse chaque fois que les scientifiques, les chefs de mission ont débarqué des missions. Donc, je vais te passer le micro. Donc, je pense que ça a déjà eu lieu. Évidemment, ça gagne à être fait de manière régulière. Et surtout que maintenant, probablement que les campagnes vont s'espacer un petit peu. Donc, c'est des choses qui sont à mettre en place. Du coup, excuse-moi d'avoir insisté pour te piquer le micro. Non, mais bon, disons que c'est vrai qu'à chaque fin de campagne, on a fait l'effort de faire des présentations avec toute l'équipe, de répondre à la presse. À la fin de chaque campagne, on a passé plusieurs heures. Faut savoir qu'une campagne, c'est beaucoup de logistique, donc il y a beaucoup de travail, et on a pris ce temps-là, justement, pour aller en préfecture, pour expliquer à la population, etc. Donc la dernière conférence de presse, on l'a faite, du coup, le 1er août. À Mayotte. Donc là, on est 2 mois après, enfin si je me trompe pas, si je calcule bien. Au BRGM, on a une antenne à Mayotte, et Frédéric Tronel, qui est le responsable de cette antenne, est très impliqué dans l'échange, la communication. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il allait se rendre à une réunion où il devait communiquer sur les résultats, parce qu'il est aussi très impliqué il est impliqué dans le Révocima. Voilà. Oui, on peut peut-être ajouter qu'il y a très récemment, sous l'autorité du préfet de Mayotte, un comité sismo-volcanique a été mis en place à Mayotte qui inclut un grand nombre de personnalités de Mayotte, et dont le but est justement de promouvoir cette divulgation de la connaissance et cette appropriation par les Mahorais de cette activité tellurique qui les concerne. Donc, Edwige Saint-Thomas, François, en radio. Est-ce que les Mahorais sont les seuls dans le secteur à s'interroger sur ce phénomène ? Vu son ampleur, est-ce que d'autres îles peuvent légitimement se dire c'est quand même à surveiller ? À partir du moment où il y a un événement majeur de ce type-là, je pense que il y a les États-Unis, alors je fais exprès, je prends très très loin de Mayotte, je fais exprès, mais je veux dire, actuellement, c'est un processus qui est tellement unique qu'effectivement, c'est regardé par beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques, évidemment. L'autre point, c'est que le volcan, finalement, qui est pas très loin de Mayotte, il est aussi, on va dire, pas très loin de Madagascar, par exemple. Donc c'est un objet, effectivement, que les gens regardent et suivent. Et c'est tout à fait naturel, c'est un objet unique qui vient de naître, on ne sait pas trop est-ce qu'il va pousser plus ou moins, etc. On ne sait pas, on l'étudie. Donc oui, c'est un objet, je dirais, océan Indien, et regardé par le monde entier. Juste une question sur le déplacement de l'île. Je comprends qu'elle se déplace latéralement, qu'elle se déplace en profondeur. Mais est-ce que c'est un mouvement qui s'accompagne d'une rotation ou c'est une simple translation ? Monsieur Bauducel, s'il vous plaît. Oui, c'est une très très bonne question. Donc c'est plutôt une translation. Au premier rang, c'est une translation simplement. Donc voilà, un vecteur qui va vers l'est et puis un petit peu en profondeur. Bonsoir, Claudine Aping, Université de La Réunion. J'aurais souhaité savoir, vous parler d'un affaissement de Mayotte, mais est-ce que vous avez des informations sur les autres îles des Comores, à savoir Anjouan, Grande Comore, Moélie ? Monsieur Bauducel, s'il vous plaît. Ça s'atténue assez vite, et notamment, oui, ça s'atténue assez vite, le déplacement. En fait, quand on s'éloigne, on est déjà à 50 km de la source, quand on est à Mayotte, et donc plus on s'éloigne, plus le déplacement s'atténue. Par contre, je ne connais pas les vecteurs GPS sur les autres stations.
J'avouerai que moi, je ne les ai pas regardés. Arnaud, peut-être. Arnaud, tu peux, oui. Oui, alors il y a sur les Glorieuses, François, peut-être tu dois les connaître, ces vecteurs-là. Sur les... Glorieuses, oui, mais Glorieuses, là, elle parlait des autres îles. Les Glorieuses, c'est une autre île, oui. D'accord. Ouais. Des Grandes Comores, d'accord. Ah, des Grandes Comores. Alors, en Grandes Comores, il y a un observatoire volcanologique, l'observatoire du Cartala, mais qui malheureusement n'a pas de station GPS, uniquement des stations sismologiques. Donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Par contre, on a une station à Glorieuse, qui est la toute petite île là, qui appartient au territoire d'Antarctique. Et puis on a une station dans le nord. On a 2 stations maintenant dans le nord de Madagascar, et qui elles montrent qu'il y a très très peu de déplacements. Donc en fait, ces 2 stations un petit peu éloignées contraignent aussi nos modèles en montrant que ça ne bouge pas à cet endroit-là. Une autre question, j'aurais aimé savoir si des études ont été menées sur l'impact de ces dégazements, notamment CO2, sur la biodiversité locale, notamment sur l'impact des récifs coralliens ou encore une acidification des océans. Oui, alors, il y a un observatoire qui est en cours de montage avec le CNRS et un autre institut du CNRS qui s'appelle l'INE, qui, parmi ses objectifs, a effectivement ce sujet-là sous le coude. Et on a vu tout à l'heure, pendant notre réunion, un certain nombre de sujets où si on fait rentrer, je crois que c'était Magali, sur le lac, tu nous disais que si effectivement tu avais de l'eau de mer qui rentrait dans le lac, à ce moment-là, on a des équilibres chimiques qui sont complètement démolis, qui doivent se refabriquer, avec un certain nombre probablement entre guillemets, de crise biologique à ce moment-là. Et ça, ce sont effectivement des choses à anticiper. Donc là, le CNRS en particulier, oui, s'occupe sur un autre axe. Là, on est, on va dire, INSUB, tremblement de terre, séisme, etc. Bon, volcan. Et la partie, on va dire, environnementale sera sans doute prise en main plus par l'INE et l'INSUB, mais l'INE sans doute en pôle position sur ce type de problème. Je peux compléter aussi ce point-là d'un point de vue Ifremer, sachant qu'il y a des gens qui regardent ces choses-là depuis la Réunion. Sur Mayotte, l'idée c'était d'essayer de au moins acquérir des données qui concernent ce qui se passe en termes de biologie dans la colonne d'eau à des niveaux trophiques assez bas, du genre typiquement la production de chlorophylle, voir s'il y avait des liens entre ces émissions-là, leur localisation, les courants et l'endroit où il y avait de la production de chlorophylle, parce qu'après ça pouvait avoir un impact effectivement sur les niveaux un peu plus dans les prédateurs. Donc c'est des travaux qu'on est en train d'essayer de monter. La difficulté, c'est qu'on est confronté exactement aux mêmes choses que ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que finalement, l'accès à la mer, ça reste quand même compliqué, surtout quand on veut faire du monitoring sur du long terme. Et donc, il y a des enjeux aussi bien scientifiques que technologiques à lever pour être capable de faire ces suivis-là. Mais c'est effectivement des sujets. Maurice Cessé, October News, le correspondant de Kwesi Mayotte. En fonction de vos travaux et de ce que vous avez dit ce soir, peut-on dire, et en particulier, et là je m'adresse plutôt, je pense à la population mahoraise, qu'il ne faut surtout ne rien exclure comme risque à propos de ce volcan, puisque vous disiez qu'il vous manquait énormément de données scientifiques sur ce type de volcan? Alors, ce qui est important en matière de risque, c'est qu'il faut essayer de ne pas avoir une analyse binaire, c'est-à-dire qu'on ne peut rien exclure, mais on peut donner des nuances. Et donc, il y a des choses qu'on va pouvoir, au fur et à mesure de l'analyse de la connaissance, auxquelles on va pouvoir donner un poids plus ou moins important. Donc, on va pouvoir faire une graduation dans les choses qu'on ne peut pas exclure. Et donc, il y aura des scénarios qui seront plus probables que d'autres. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas exclure. Arnaud a commencé sa présentation en montrant que Mayotte, de toute façon, est une île volcanique et que Petite Terre est la manifestation qui était la plus récente jusqu'il y a 1 an de ce volcanisme actif. Mais ce n'est pas parce que Petite Terre montre un volcanisme récent qu'elle va à nouveau, une éruption est forcément
attendu sur Petite Terre. Ce n'est pas parce qu'on a une éruption à quelques dizaines de kilomètres que forcément les autres systèmes vont se réactiver. Donc dans certains cas, c'est le cas, dans d'autres cas, non. Et on a trop peu d'informations pour l'instant. Et donc c'est pour ça qu'il faut une analyse qui est assez longue, qui intègre un grand nombre de paramètres et pour lesquels on essaye de quantifier l'incertitude et puis de la communiquer et donc d'agir en fonction de cette incertitude et de ces scénarios. Vous avez évoqué que vous réfléchissiez à de prochaines campagnes, que vous envisagiez donc de mettre en place, en tout cas que vous suggériez l'idée de mettre en place des réseaux câblés. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée enfin, peut-être pas d'un calendrier, mais enfin en tout cas des différentes étapes qui sont envisagées à ce stade? Et puis je m'excuse de revenir sur cette affaire de déflation, mais il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Finalement, elle serait où cette chambre magmatique et comment j'imagine quand même qu'on a quelques idées de la manière dont ça pourrait être relié à cette activité sismique qui est située pas très loin quand même de Mayotte. Alors de quelle façon, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec toutes les précautions que l'on peut prendre, hein? Alors ça fait beaucoup de questions en une. François Bedussel, il va, j'en suis certain, donner des éléments sur cette chambre magmatique et cette déflation qui pose certains problèmes, visiblement. Si tu peux expliquer ce qu'on entend par déflation, autrement dit. Oui, donc on n'arrive pas à contraindre avec juste les données à Mayotte, on n'arrive pas à contraindre, c'est-à-dire à modéliser vraiment la forme de cette chambre magmatique. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un réservoir quelque part qui est en déflation, donc qui est en train de réduire de volume. Et ce réservoir, on sait qu'il est très profond et on suspecte qu'il est de très grande ampleur. Donc il serait peut-être à 40 km de profondeur, ou peut-être un peu plus, et il serait très étendu spatialement. On ne sait pas. Ça, à quelle distance? Nous, ce qu'on voit, c'est le centre de cette déflation, et pour l'instant, ce centre, il est plutôt à 30 km à peu près à l'est, mais c'est très mal contraint. 30 km à l'est de Mayotte, mais peut-être que c'est quelque chose qui est de très très grande ampleur, qui pourrait faire plusieurs dizaines de kilomètres d'envergure, par exemple. Mais, pardon? Y compris sous l'île, pourquoi pas? Apparemment, c'est très profond, donc on est en train de parler de choses qui sont dans le manteau terrestre. Donc en fait, c'est des objets qui seront énormes. Et il y a des objets encore plus énormes qui sont plus à l'est de Madagascar. Ce qu'on a vu ce matin dans les présentations scientifiques, c'est qu'à l'est de Madagascar, il y a encore des objets géologiques qui sont encore plus énormes que ça. Là, on est en bordure d'une espèce de grosse anomalie là, qui est dans le manteau terrestre. Et donc, c'est des objets qui sont énormes. On n'arrive pas à savoir exactement quelles sont leurs étendues. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une diminution de 5 km3 de quelque chose, un réservoir qui est en train de se vider. Et cette diminution de volume, c'est ce qu'on observe en surface. Donc, pour aller sur votre deuxième question, il y a un lien, c'est-à-dire que ce réservoir, il est connecté à la surface, puisque le magma est sorti en surface et a fait des coulées de lave. Et la façon dont il est connecté, c'est probablement, la réponse, elle est quelque part dans la sismicité qu'on observe. Mais pour l'instant, on n'a pas de modèle d'explication qui dit le magma est exactement passé par là et dans par exemple un conduit qui aurait telle forme. Tout ça, on a très peu de contraintes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réservoir profond qui s'est vidé et le volume qui a disparu en profondeur s'est retrouvé en surface. Ça répond un peu plus à votre question. Alors pour la deuxième partie de tes questions, c'était sur le timing. Les étapes, bon, très bien. En français, les étapes. Donc les scientifiques déposent des projets, des demandes de missions en mer. Ces demandes de missions en mer, Jean-Marc Daniel, tu pourras expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça se passe. Mais évidemment, elles sont expertisées, elles passent devant un comité, etc. Donc il y a toujours un décalage entre le moment où on envoie sa demande et le moment où la demande est acceptée. Jean-Marc, si tu peux préciser un peu ces délais et la façon dont ça se passe. Ouais, donc les campagnes qui ont été déposées là, il y a à peu près même moins d'un mois auprès de la commission qui va gérer l'attribution de ces campagnes-là. La commission, elle va se réunir à la fin de cette année. Et donc, au mieux, c'est des campagnes qui pourront être programmées dans le flux des campagnes scientifiques qui ont lieu chaque année sur des navires océanographiques français. Au mieux, ça pourrait être programmé en 2021. Donc, c'est le flux des programmations
scientifiques des navires océanographiques. Pour avoir accès à on vous a dit que c'est des moyens qui coûtent cher. Pour que la communauté scientifique puisse y avoir accès, il faut qu'il y ait un certain nombre de reviewers externes, des reviewers internes qui estiment, qui jugent la validité scientifique de ces campagnes-là, et qui aussi peuvent amener des commentaires pour éventuellement compléter des volets qui seraient manquants ou faire des suggestions aux gens qui les ont déposés pour éventuellement fusionner des campagnes. Enfin, donc, il y a un processus qui est assez long au vu des moyens que ça implique à mettre en œuvre. Je peux aussi répondre peut-être sur l'aspect observatoire câblé. Les observatoires câblés, c'est quelque chose qui existe. Ça a été montré par Arnaud depuis longtemps dans un certain nombre de pays qui ont des enjeux aléas sous-marins très forts. L'exemple emblématique, c'est le Japon. Ils ont un réseau câblé qui est très très dense au pied du Japon. Bon, c'est pas la peine de vous expliquer pourquoi. Tout le monde connaît les aléas au Japon. En France, on n'a pas cette expérience-là. Et donc, il y a un certain nombre d'architectures alternatives qu'on est en train d'étudier. On a eu des présentations cet après-midi à ce sujet-là, entre des observatoires complètement câblés et des observatoires un peu plus légers à base de bouées qui déportent vers le fond un certain nombre d'observations. Mais l'enjeu de temps réel, c'est un enjeu important. Ce que ça nous a appris, la crise de Mayotte, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas équipé pour répondre rapidement à ce type de crise quand elles ont lieu en mer. À terre, on est capable de faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, en mer, on n'a pas les équipements pour répondre vite à ces questions-là. Et pour repartir sur l'histoire de timing, évidemment, pour tout ce qui est sur Terre, là, il y a moins de problèmes. Il y a des missions qui sont régulièrement faites par les scientifiques. On a vu tout à l'heure, Arnaud en a parlé sur, je crois que c'était Arnaud, sur la composition chimique des gaz expulsés sur Terre, etc. Et là, ça peut être fait de façon assez routinière, je dirais, avec une fréquence sans problème. C'est pas très cher, entre guillemets, par rapport, encore une fois, aux missions qu'on doit effectuer en mer. Chaque fois, il faut sortir un bateau, c'est très cher. Alors, bonjour, Nicolas Mercury du BRGM. Pour voir des solutions peut-être un peu moins coûteuses, comme vous insistez beaucoup sur le fait que les bateaux, ça coûte pas mal d'argent, y a-t-il des projets d'amélioration des réseaux à terre? Et je pensais notamment à la station des Glorieuses, qui est pour l'instant juste en déclenchement, qui permettrait d'avoir une nette amélioration de la couverture azimutale sur la zone active. Oui, Arnaud va répondre. Donc oui, on est en train d'étudier une solution pour transmettre les données. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé une solution d'urgence pour transmettre les données par satellite, qui est une solution vraiment très chère. Et là, on est en train de réfléchir à une solution beaucoup moins chère qui serait plus pérenne et qu'on pourrait mettre en œuvre assez facilement et qui rendrait la station opérationnelle en temps réel et qu'on pourrait intégrer au flux de données des autres stations. Donc c'est en effet quelque chose qu'on est en train de regarder et je pense qu'on va y arriver. Merci. Désolé de poser encore des questions. J'en avais une un peu plus légère. Je voulais juste savoir s'il y a une discussion pour nommer ces volcans. Bonsoir à tous. Je représente le ministère de la Transition écologique. En fait, la préfecture de Mayotte a mis en place un concours au niveau des collégiens et en fait des élèves qui ont dû émettre un certain nombre d'idées. Ensuite, un comité s'est réuni pour choisir, raccourcir la liste des différents choix. Et après, c'est la population qui devait y mettre au vote en fait la liste plus courte vers la population qui devait choisir en fait le nom du volcan. Donc peut-être que le nom final a été décidé ou pas? Non, le nom final est en cours de choix. Ça ne devrait tarder.
Cette crise est extrêmement intéressante au-delà, disons, de ce qu'elle représente simplement sur le cas de Mayotte. Bon, il faut reconnaître qu'il s'est passé un certain nombre de choses. On a mis un peu de temps à intervenir. On a eu beaucoup de collègues dans les congrès qui nous disaient « Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous y allez, vous y allez pas ?» On a fini par y aller. On sait que c'est compliqué. On connaît nos différents ministères, notre complexité. On se rend compte aussi de certaines difficultés qui sont inhérentes à l'outre-mer, avec des îles qui sont, comme chacun le sait, entourées d'eau, ce qui est un véritable problème, puisqu'on ne fait pas la science tout à fait de la même manière en mer et à terre. On a des communautés différentes qui parfois se parlent moins, parfois se comprennent moins. Il y a là toute une problématique qu'on a vécue, qui a été certainement pour certains d'entre vous là, qui sont sur l'estrade difficile à vivre parce qu'on vous a vu bosser comme des dératés à 150% ces derniers mois. Bon, effectivement, vous avez pris beaucoup sur vous. Est-ce qu'il est prévu quelque chose ensuite, quand le volcan se sera calmé, que tout sera revenu en ordre, que les projets d'observateurs câblés seront remis dans les tiroirs, parce qu'à mon avis, ils sont quand même très très coûteux et probablement pas très raisonnables. On sait faire bien mieux, comme le disait Jean-Marc, bien moins cher en tout cas, même peut-être pas mieux. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour réfléchir et aussi surtout, pardon, je parle pas assez fort, excusez-moi, pour réfléchir ensuite. Alors personne n'a entendu ce que j'ai dit, c'est dommage, je me casse les pieds pour rien. Bon, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il va falloir ensuite beaucoup réfléchir, parce que la France a quand même une ZE considérable, il y a beaucoup de volcans, il y a beaucoup d'îles volcaniques, on se rend compte, là ça soulève aussi un problème incroyable, qui est qu'une île dont on pensait qu'elle était sur la queue du point chaud, hein, le volcan actif c'est le Karthala à Grande Mayotte, bon, il est possible qu'il se passe ce genre de choses, donc il y a beaucoup d'endroits dans la ZE française où il peut se passer la même chose. Donc il va falloir quand même sacrément réfléchir aux responsabilités futures et aux futures crises. Et est-ce qu'il est prévu quelque chose? Là, je m'adresse vraiment à Eric, je pense que c'est toi et aux autres responsables d'organismes. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que la prochaine fois, ça soit la routine, on appuie sur le bouton et puis on fasse ça de façon, disons, plus facile? Alors ça, le jour où il y aura une routine sur ce type de problématique, je pense qu'on sera plus là, hein, en tout cas. Donc pour répondre sérieusement, si tu veux, à ta question intéressante, hein, évidemment, je dirais qu'on apprend en marchant d'abord. En petit 1, moi, quand le dossier a commencé à arriver sur la table de façon un peu, on va dire un peu chaude, je voyais un travers, en tout cas un biais ou une faille dans l'édifice qui était le manque d'organisation possible entre les différents acteurs institutionnels. Et immédiatement, avec le BRGM, avec l'IPG, avec le CNRS évidemment, on a réussi déjà à faire un groupe pour pouvoir parler ensemble et pour pouvoir agir ensemble. Ça, c'est petit 1. Petit 2, n'ayant pas les outils, je dirais, surveillance, action, etc., on est passé par un processus qui a été très rapide à l'échelle qu'on connaît, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que l'appel d'offres de souvenirs, il a dû être ouvert, c'était genre début novembre, et ça a été clos début janvier avec tous les projets expertisés. Et tout était, alors ça veut dire qu'il y a eu un comité scientifique, ça veut dire qu'il y a eu un comité, comment on l'a appelé, opérationnel, et il y a eu un comité de pilotage. Donc bon, tout ça a été fait finalement, alors par rapport au temps géologique c'est très très court, mais je dirais que par rapport au temps qu'on connaît, ça a été vraiment très rapide. Et j'ajoute à ça, parce qu'il faut donner quand même quelques petits exemples croustillants, c'est que pour louer une barge par exemple, parce qu'on a eu besoin de la barge Ilang pour aller, bon, je veux dire, sur le papier il dit comme ça, entre nous, bah oui on va louer la barge, quoi. Bon, quand on passe dans le système administratif, louer une barge pour faire ce genre de manip, ça devient assez cocasse parfois. Donc, bref, c'est pour ça que je dis on apprend en marchant. Je pense qu'on voit les étapes sur lesquelles on cogne fort, on voit les étapes qui paraissent infranchissables, mais on sait pour certaines d'entre elles qu'en s'adressant directement au ministère, peu importe le ministère, la porte va s'ouvrir. Donc c'est plutôt à ce niveau-là où on a énormément progressé, je crois, entre les discussions entre les scientifiques et les ministères. Et c'est pour ça qu'on a pu aller
peut-être pas assez vite, mais en tout cas, ça a été efficace. Et le programme TELUS Mayotte initial a servi ensuite d'embryon pour le reste. Et la bonne coordination, je pense, qu'on a eu tous les acteurs ensemble autour de ce sujet, ça a fonctionné bien parce que justement, on s'était rodé sur ce premier appel d'offres. Voilà. Et encore une fois, ça restera, et c'est pour ça que je te disais, on ne sera plus là, parce que je plaide depuis un moment pour les urgentistes des risques telluriques, une formule un petit peu comme ça, mais derrière, il y a du vrai, il y a du réel. C'est-à-dire que devant des problèmes de ce type-là, on n'est pas bien gréé pour pouvoir répondre rapidement, effectivement. Mais globalement, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, finalement, ce sont des résultats qui ont été accumulés sur 4-5 missions océanographiques en quelques mois. On fait une restitution, on voit bien que les acteurs travaillent ensemble, il y a de très beaux résultats. Donc la dynamique, elle est bien là. Et ça, je pense que c'est très positif, même si tout n'est pas parfait. C'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Je peux peut-être compléter aussi. Je voudrais pas qu'on vous laisse l'impression qu'on a attendu que ce qui s'est passé à Mayotte arrive pour qu'on commence à réfléchir à ces sujets-là en mer. Il y a un certain nombre d'actions, quelque part, qui ont préfiguré les réponses qu'on a apportées et qu'on va apporter à cette crise-là. J'en citerai deux. À l'Ifremer, il y a Louis Gély qui est en train de terminer un ANR qui s'appelle Marégami, dont l'objectif, c'était de dessiner un observatoire sismologique sous-marin déployable relativement facilement. Donc typiquement apte à répondre à ce type de crise, pour éviter les problèmes qu'on a aujourd'hui d'aller récupérer les OBS en permanence et d'y passer beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Ça, c'était la première chose. Et juste un petit peu après, il y avait aussi un travail qui avait été fait avec des gens de l'IPG. Bon, malheureusement, ça s'est mal, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'on n'a pas réussi à avoir le projet, mais il y a des réflexions qui avaient été menées autour d'un ERC Synergie avec Pascal Bernard et des gens de l'Ifremer pour essayer justement de construire aussi un observatoire un peu plus léger qu'on soit capable de déployer au gré des crises parce qu'on ne va pas câbler toute la ZEE française. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu, mais moi je suis assez optimiste parce qu'il y a des gens compétents qui ont déjà commencé à réfléchir à ça avant que ce qui arrive à Mayotte. Malheureusement, Mayotte, ça arrivait un petit peu tôt par rapport à ces réflexions. Je reprends une question d'un groupe qui suit les séismes à Mayotte. C'est un groupe Facebook qui s'appelle ITT, Information Tremblement de Terre. C'est un groupe qui est très suivi, qui a plus de 15 000 personnes. Et donc, il y a une question qui revient, c'est surtout à vous, Madame Fay. C'est le lien entre les essaims sismiques qui sont à 10 000 km sur la pente récifale, 10 km sur la pente récifale du lagon, le lien avec ces essaims et la chambre magmatique. Première question. Deuxième question, et si jamais cette zone s'effondre, qui est très proche du lagon, quelles sont les conséquences par rapport à la population ? Cette question a été déjà posée, la réponse a été déjà donnée en partie ce matin et cet après-midi, mais elle vient directement de ce groupe que je préfère citer. Oui, alors bon, je vais répondre au groupe. Donc, comme je l'ai dit à l'issue de MAIOPS 4, et malheureusement, on n'arrive pas à progresser parce qu'il nous manque un certain nombre d'informations, comme je le disais, sur la structure. Et François Bauducel a expliqué très bien tout à l'heure qu'il y avait d'énormes incertitudes sur la position de la source, la forme de la source. On sait que c'est quelque chose de gros qui se situe probablement sous la ride qu'on a imagée, à une profondeur qui varie en fonction des modèles, entre 20 et 40 et même plus kilomètres. Donc on a cette déflation dans une zone très large. Et puis on a ces essaims sismiques très localisés. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas bien à faire le lien entre ces essaims sismiques et cette source. C'est à ça qu'on travaille. On essaie de comprendre, d'améliorer les modèles. Alors, mais le problème, c'est qu'on est vite freiné parce qu'il nous manque des observations en mer qui sont clés, c'est-à-dire des observations de capteurs de pression. Donc on a mis des capteurs de pression en mer pendant la campagne MAIOPS 1. Ils viennent d'être relevés pendant MAIOPS 6, donc on va avoir des informations.
Donc François Baudussel fait des modèles conjoints entre les données à terre et en mer de ces capteurs de pression, mais il y a une dérive instrumentale et on devrait mettre des capteurs sans dérive et ça c'est cher et ça demande encore une opération de déploiement en mer. Donc pour contraindre cette source, on est un petit peu, comme disait François tout à l'heure, on a un petit souci pour contraindre exactement l'endroit où est la source. Si on avait des choses en mer, on y arriverait mieux. Et puis ces séismes sont très localisés. Alors effectivement, comme le disait tout à l'heure Eric, il y a eu un laps de temps pour intervenir sur cette crise. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone qu'on ne connaît pas bien. C'est une zone qu'on ne connaît pas. Il faut mettre des moyens en mer importants, donc ça coûte de l'argent, etc. Donc il faut que la communauté se mobilise. Et donc ça prend du temps. Donc on a raté, si vous voulez, un peu le début de cette crise. Et du coup, on a du mal à comprendre un petit peu comment tout ça s'est organisé avant la naissance du volcan. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre encore. On essaie de travailler, de trouver des solutions. Mais voilà, cette sismicité, elle est clairement créée, elle a un lien avec cette source, mais le lien précis, où est le réservoir, etc., on ne peut pas répondre pour l'instant. Et Anne, si jamais ça s'effondre, mais déjà, il faudrait savoir un petit peu ce qui se passe pour quantifier les choses. Et puis, ça peut aussi s'effondrer tout doucement et ne pas avoir d'incidence. Pour l'instant, on est dans le flou. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile de répondre à cette question. Et notamment sur la dynamique, la géométrie, la quantification. Il faut d'abord qu'on comprenne ce qui se passe, parce qu'on peut proposer tout et n'importe quoi en termes de sources, quoi. Il faut déjà qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne le phénomène et qu'on fasse le lien. En fait, ça aussi, c'est très transverse tout ça, parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut parler de sismologie, de géodésie, de géologie, de pétrologie. Voilà, donc il faut qu'on réussisse à travailler conjointement avant de pouvoir être un peu crédible dans nos estimations. Ce qu'on peut peut-être rajouter, je vais reprendre les mots que Jean-Christophe a utilisés tout à l'heure. Il a dit on ne peut pas vraiment répondre de manière binaire à la question qui est posée, parce qu'il faut déjà... Donc là, on est en train de travailler. Hein. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de scénario, ou en tout cas des scénarios qui seraient plausibles en tête. On en a parlé tout à l'heure, vous étiez à la présentation cet après-midi. Donc on a des idées de scénarios peut-être qui pourraient se passer, mais on est en train de tous les explorer pour essayer de voir lesquels sont les plus probables et lesquels sont les plus plausibles. Donc il y aura déjà une probabilité de mise sur certains scénarios. On va essayer d'explorer le plus largement possible, puis après on va se dire il y a certains scénarios qui sont les plus probables. Et après on va faire des simulations de ces scénarios-là avec des choses peut-être maximisantes ou minimisantes pour essayer de donner des fourchettes. Mais donc il y aura des probabilités sur ces scénarios. Donc on ne va pas donner une réponse binaire. Pour l'instant, on ne peut pas répondre. On en est encore sur le travail de tous les scénarios et on est en train d'essayer de calibrer aussi les modèles qu'on va utiliser. Mais on essaiera de donner une réponse, mais ce ne sera pas une seule réponse. Il y aura des fourchettes, des probabilités qui seront données de scénarios. Je pense qu'ils vous ont entendu. Voilà. Ouais. Ça, c'est important parce qu'au fur et à mesure des données qu'on acquiert, on va les intégrer en fait. Et donc, on va faire évoluer les scénarios. Donc, on ne peut pas parler d'un scénario comme ça. Tout ça évolue au cours du temps en fait. Et on essaie de les intégrer et on donne un espace de scénario à un moment donné en l'état des connaissances. Mais ça peut évoluer. Donc, moi, j'ai l'impression, à vous entendre, qu'il y a un grand manque d'une imagerie à profondeur intermédiaire. Est-ce que, plutôt que d'attendre 2021 avec le dépôt des demandes de campagne qu'il y a eu, il ne serait pas urgent d'aller réaliser un grand profil sismique à travers toute la zone pour avoir cette imagerie ? Alors, il y a un profil préliminaire qui a été prévu, financé par tu en parleras mieux que moi, peut-être Eric. C'est une campagne qui, a priori, aura lieu en novembre. Il y a des petits problèmes techniques, je crois, par rapport à des barges disponibles ou pas. En tout cas, c'est une sismique qui serait terre-mer. Donc, le BRGM ferait des tirs de sismique active à terre, mettrait des capteurs alignés avec des OBS déployés par l'IFREMER. Et donc ça, ce serait un travail préliminaire, un modèle qui permettrait d'avoir un modèle préliminaire avant d'avoir des
des outils un peu plus élaborés dans les campagnes à venir potentiellement. Vous avez parlé tout à l'heure de données gravies. Par curiosité, j'aurais voulu savoir qui les traitait, parce que voilà, il y a aussi ce besoin d'avoir un profil intermédiaire, comme on vient d'en parler. Et j'ai vu que dans les partenaires, il y avait notamment le JET, Géosciences Environnement Toulouse, avec notamment Sébastien Chevreau qui participe à la main courante du CEFRAN. Il faut savoir, alors je sais de manière personnelle qu'ils ont des outils de traitement de données gravies, et ils ont beaucoup de partenaires, notamment avec le bureau de gravimétrie français. Et ils ont des outils de traitement d'inversion de données gravies sismiques qui donnent de très bons résultats dans tout ce qu'ils font comme travail dans le projet Orogène, notamment. Peut-être, si jamais ils sont intéressés de participer, on pourrait essayer de voir avec eux. Oui, alors le transparent de Arnaud c'est bien que vous en parliez, parce que c'était surtout au sujet des laboratoires et des OSU qui ont participé effectivement à la surveillance et week-end inclus, etc. Il a donc cité le JET comme d'autres laboratoires et d'autres OSU qui ont aidé à travailler, les 22 personnes de mémoire qui ont travaillé avec Arnaud pour pouvoir suivre effectivement. Voilà. Alors, pour la gravie, effectivement, le JET et d'autres laboratoires pourraient faire des choses, mais pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas grand-chose sur ce genre d'indicateurs. Les indicateurs pertinents, je dirais pour l'instant urgents, étant la sismicité, étant le GPS, et puis pour le côté géophysique et pour le côté géochimique, je dirais le suivi de la composition des panaches, etc., etc. Pour faire simple. Donc pour l'instant, c'est pas immédiatement à l'ordre du jour, mais ça pourrait le devenir. Eric, si je peux intervenir là-dessus, donc Isabelle Tinon du BRGM, que ce soit pour les données gravimétriques et magnétiques acquises lors de MAIOPS, c'est en cours de traitement, donc BRGM, IPGP, et collaborateurs. Donc voilà, le magnétisme a été... les premières données sont traitées, la gravie va arriver. Voilà. Oui, sur le bateau en mer, oui. Ah oui, la gravimétrie en mer, oui. Et il y a des données gravimétriques à terre réalisées par le BRGM en 2007, je crois. Donc voilà, il y aura une compilation terre-mer, que ce soit mag et gravi. D'autres questions ? La dernière question ? Je voudrais juste rebondir sur cette dernière question qui a été posée sur la gravie, etc., sur les données en général. Je voulais savoir si les données sont tous disponibles. Alors, les données sont publiques. Oui, les données sont mises en ligne immédiatement. Il n'y a que les données qui sont récupérées en mer OBS, qui, elles, ont besoin d'être amenées, traitées, etc., qui ne sont pas à disposition immédiatement. Et en gros, et quel que soit le type de données, il y a des périodes d'embargo, mais qui sont des périodes d'embargo correctes, on va dire, ou convenables. Celle pour les missions océanographiques, ça doit être quelque chose de... je sais pas, au bout de 2 ans, ça tombe, voilà, la porte est ouverte, etc. Ça avait été un point d'ailleurs qu'on avait souligné dans l'appel d'offres TELUS Mayotte au départ, en disant que les données devaient être mises à disposition pour l'ensemble des chercheurs. Voilà. Alors ceci dit, il faut quand même le temps d'exploiter ses propres données et de les publier. Ça me paraît être le minimum, vu l'investissement des chercheurs, des techniciens et des ingénieurs sur ces aspects-là. Il y a un certain nombre de données quand même qui sont disponibles en temps réel et d'autres même pour les GPS complètement disponibles tout de suite. Donc sur toutes les données à terre finalement sont disponibles en temps réel via le centre de données de l'IPG. Et les données GPS sont disponibles à l'IGN, dans le RGP de l'IGN, en accès complètement libre.
Après, c'est vrai que les données acquises en mer, alors il y a une partie qui est distribuée par l'IFREMER, Jean-Marc Daniel pourrait préciser ça. Et par contre, les données sismiques acquises en mer demandent un traitement avant de pouvoir les publier. Donc ça, on ne peut pas le faire immédiatement, quoi. Mais c'est prévu. Et juste pour compléter, les catalogues de sismicité traités à terre ont toujours été disponibles depuis mai 2018. Bon, au départ à la demande, parce qu'au Bergem, on n'était pas équipé pour les poster. Mais maintenant, sur le site du RENAS, on peut récupérer la sismicité. Voilà. A-t-on fait le tour? Si c'est le cas, merci à tous. Bonne soirée.